m'avoir invité et associé à cette table ronde sur un thème qui est intéressant, qui nous intéresse tous, l'infectiologie pédiatrique. Tout d'abord, je voudrais aussi saluer la salle, mes collègues, mes amis, mes confrères, nos maîtres, professeur Trik et professeur Ahmed Rqiq, les modérateurs. Et pour rentrer directement dans le vif du sujet, pour vous parler, donc on commence, lorsqu'on parle d'infection, on commence toujours par l'agent causal de cette infection, par la bactérie, le virus, tout ce qui est micro-organisme qui pourrait être responsable de ces infections. Et nous allons voir en une demi-heure quelle place pouvait avoir la microbiologie dans l'antibiothérapie rationnelle des infections respiratoires communautaires. Avant de commencer, comme maintenant c'est l'habitude, c'est surtout de préciser tout ce qui est conflit d'intérêts en tant qu'orateur, en tant que participant avec certains laboratoires dans des études. Donc ça a été déjà fait. Je pense qu'il y a trois niveaux dans lesquels nous devons agir sur les infections respiratoire de l'enfant. Le premier niveau, pourquoi on parle de l'enfant particulièrement, c'est essentiellement parce que, comme vous le voyez, en termes de prescription d'antibiotiques, s'il y a 5 fois de prescription d'antibiotiques chez l'enfant que chez l'adulte, donc c'est un problème qui concerne en premier lieu l'enfant et la pédiatrie. Deuxièmement, parce que c'est des infections c'est la fréquence des infections respiratoires, la fréquence et la diversité. Et comme vous le voyez, donc les infections respiratoires, que ce soit supérieures, donc des voies aériennes ORL et bronchopulmonaires, c'est particulièrement l'enfant. Et comme agent infectieux, il n'y a pas que les bactéries, et ça c'est l'élément essentiel. Je pense qu'il y a essentiellement les virus qui sont responsables de plus de 50% dans l'épidémiologie d'une manière générale, sans oublier parfois aussi les champignons. Une autre difficulté s'ajoute dans les infections respiratoires, c'est essentiellement aussi les localisations anatomiques au niveau des voies aériennes supérieures avec la présence d'une flore commensale abondante. Et cette flore commensale, elle est là et parfois elle devient pathogène, responsable d'infection. Donc, ces infections avec l'angine, les rhinopharyngites, les otites, les sinusites, les laryngites. Et dans les infections des voies aériennes inférieures, les infections bronchopulmonaires où la flore est moins abondante que dans les voies aériennes supérieures, mais ce ne sont pas des voies stériles, donc il y a aussi des bactéries et dans les problèmes d'infection. Pour dire la difficulté de diagnostic pour trancher entre une infection ou un état de colonisation. Les agents pathogènes ne sont pas, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que les bactéries, il y a les virus. Donc, comme vous voyez, aussi bien dans les infections, dans tout ce qui est rhinosinusite ou sinusite, dans les pharyngites, dans les otites, il y a des virus, il y a des bactéries. Mais ce qui est particulier pour les infections des voies aériennes supérieures, c'est que les bactéries sont pratiquement les mêmes. Ça n'a pas beaucoup changé entre le pneumocoque, le streptocoque du groupe A, l'Haemophilus influenzae, le Staph aureus, Moraxella catarrhalis. On les voit dans toutes ces infections, mais avec un ordre différent, ça dépend en fonction de la localisation. Si dans les otites, ce sont essentiellement le pneumocoque, dans les otites, le pneumocoque et l'hémophilus. Dans l'angine, c'est le streptocoque du groupe A. Dans les sinusites, c'est le pneumocoque, l'hémophilus aussi, le moraxelle. Donc, c'est pratiquement, il y a 5 pathogènes majeurs bactériens qui dominent la sphère ORL et les voies aériennes supérieures d'une manière générale. La question qui préoccupe le clinicien est fondamentale. Donc, je pense que chacun de vous, lorsqu'il est devant son patient, l'enfant, quelles seraient vos attentes pour avoir recours au diagnostic microbiologique devant une infection respiratoire? Ces attentes se situent essentiellement au niveau de la confirmation d'origine bactérienne devant une infection, on n'est pas sûr que c'est d'origine bactérienne, devant l'identification de l'agent causal et devant l'étude et la détermination de sa sensibilité aux antibiotiques. Ça aurait été facile si on avait des preuves et des moyens beaucoup plus avec des tests de diagnostic rapide comme nous allons le voir par la suite sur la nature et l'origine bactérienne. Sur l'identification de l'agent bactérien, maintenant ça devient de plus en plus facile, mais toujours il faut être sûr que c'est le vrai agent et non pas une bactérie ou bien un agent contaminant et d'étudier sa sensibilité aux antibiotiques.
devant une infection respiratoire, est-ce qu'il faut toujours recourir à un examen bactériologique? Je pense que la réponse est non, mais nous allons voir pourquoi on a recours, quand ce recours devrait avoir lieu et comment nous allons faire ce diagnostic étiologique, ce diagnostic pour confirmer et pour préciser la bactérie et sa sensibilité aux antibiotiques. Pourquoi on fait un diagnostic microbiologique devant une infection, sachant que les bactéries sont pratiquement les mêmes, comme nous l'avons déjà vu? C'est essentiellement pour avoir des données microbiologiques. Avoir des données microbiologiques sur l'espèce bactérienne impliquée et leur sensibilité aux antibiotiques. Et ceci, il est indispensable pour, tout d'abord, connaître l'épidémiologie locale. Il est fondamental de disposer d'une épidémiologie locale. Il n'est pas question qu'on transpose et qu'on prenne des données internationales, françaises, américaines, chinoises, et les transposer en Tunisie pour appliquer une antibiothérapie. Donc, connaître l'épidémiologie locale, rédiger les protocoles thérapeutiques, surveiller la résistance aux antibiotiques et réviser les schémas thérapeutiques en les adaptant aux données locales. Et c'est très important d'avoir ces données locales. Quand est-ce qu'il faut faire ces prélèvements? Ça va de soi, comme vous le savez, avant que le malade soit mis sous traitement antibiotique, etc. J'en passe. Mais on le fait essentiellement dans les infections sévères récidivantes, sur des terrains particuliers et essentiellement pour des enquêtes périodiques annuelles, donc pour avoir les données épidémiologiques. La question qui se pose, si on ne fait pas de prélèvement, si on dit qu'on ne prélève que les formes sévères récidivantes sur les terrains particuliers, notre épidémiologie sera biaisée et sera uniquement pour ces situations-là. Donc il faut avoir de l'épidémiologie d'une manière générale, même pour les infections dites entre parenthèses non compliquées, banales si on peut utiliser le terme, mais même pour ces infections, il faut surveiller. Et pour cela, il faut faire des enquêtes périodiques annuelles. Je propose éventuellement par prendre un échantillon tous les ans, c'est annuel, et ça doit être révisé et vérifié pour pouvoir étudier cette tendance vers la résistance aux antibiotiques. Comment faire le prélèvement? Et ça aussi, c'est une difficulté majeure, parce que faire le prélèvement, il y a des contraintes liées à l'infection, aux infections respiratoires, des contraintes d'ordre anatomique avec la présence de cette flore contaminante. Et cette flore contaminante et cette flore commensale, elle est dans la majorité des cas, c'est elle qui est responsable de l'infection. Donc comment peut-on distinguer entre les deux? Il y a des contraintes bactériologiques, ce sont des bactéries fragiles, lorsqu'on parle du pneumocoque, de l'hémophilus, du streptocoque du groupe A. Ce sont parfois, il y a aussi des opportunistes, il y a des pathogènes stricts qu'on peut prendre en considération, mais la notion de la numération, la quantification, elle est très importante. Il ne suffit pas de dire qu'il y a présence de telle ou telle bactérie dans un prélèvement respiratoire, dans un crachat. Il faut avoir un seuil, il faut avoir une quantité pour pouvoir lui attribuer une certaine pathogénicité et des prélèvements, comme vous le savez, qu'on doit acheminer rapidement au laboratoire. Pour la première situation, et la situation c'est la plus facile à mon avis, mais à condition qu'elle soit aussi bien respectée, ce sont les angines érythémateuses. Mais si dans ces angines érythémateuses, comme vous le savez, 60 à 90% des cas, c'est des infections d'origine virale, du rhinovirus, du coronavirus, mais l'origine bactérienne, ce n'est que dans 10 à 40% des cas et presque exclusivement du Streptococcus pyogenes. Dans ce cas, si on va traiter ces angines, toutes les angines rouges, là c'est une forme typique d'angine érythématopultacée, donc ce n'est pas le problème, ne se pose pas. Mais on a fait une étude, et surtout une étude là, avant de parler de cette étude, c'est l'importance du test diagnostic rapide pour confirmer que c'est du streptocoque du groupe A. Et c'est une étude que nous avons réalisée en 2010 à la polyclinique CNSS de Sfax sur 504 chez 504 enfants. Tous les enfants ont bénéficié d'un prélèvement de gorge pour un examen bactériologique et d'un test de diagnostic rapide pour le streptocoque du groupe A. Et on a trouvé que le streptocoque du groupe A n'existe que dans le tiers des cas, dans 32,9% des cas uniquement. Donc il y a à peu près les deux tiers, ou plus les deux tiers qui ne sont pas d'origine bactérienne. Et il y a une parfaite corrélation entre le TDR, le test diagnostic rapide, avec 93% de sensibilité et une spécificité qui dépasse les 95% des cas. Et je me demande pourquoi, jusqu'à maintenant, ces TDR n'ont pas fait leur
confirmation sur le marché en Tunisie et dans le cadre de protocoles, dans le cadre d'un consensus et qui devrait être appliqué par tous, parce que traiter l'angine, sachant que dans 70% des cas, elle est d'origine virale, je pense que là, c'est une source énorme de surconsommation d'antibiotiques chez les enfants. Donc, pour ne parler que des angines bactériennes, des angines d'une manière générale. Une autre situation, ce sont les otites. Les otites avec les différentes localisations, l'otite externe, l'otite moyenne et l'otite dans sa forme, l'otite interne. Donc il faut proscrire l'écouvillonnage. Généralement, on reçoit un écouvillon à partir du conduit auditif externe et on nous demande de faire du diagnostic bactériologique, chose qui ne donne pratiquement pas de résultat. Privilégier les micro-aspirations à la seringue. Et la forme la plus importante et la plus inquiétante, c'est l'otite moyenne aiguë chez les enfants avec l'hémophilus, le streptocoque, Moraxella catarrhalis, Staph aureus, Turacella, Abiototis, otidis, etc. Donc pour les otites et les bronchopneumopathies communautaires, je laisse le soin essentiellement à ma collègue et amie Dr Ben Amr qui va vous présenter. Mais tout simplement, en deux mots, c'est dans 75% des cas, c'est pratiquement d'origine virale. Et il faut savoir qu'il n'existe pas de gold standard pour le diagnostic microbiologique d'une pneumonie aiguë communautaire, chose qui va aggraver la situation. Juste aussi pour... Ça ne marche pas. Voilà. C'est dans cette mini-revue publiée dans Journal of Clinical Microbiology où ils ont comparé tous les samplings, les échantillons selon le site et selon les méthodes de détection en fonction des pathogènes dans les pneumonies aiguës communautaires. Pour vous dire sur le pneumocoque, donc les hémocultures, l'examen du crachat, tout ce qui est lavage broncho-alvéolaire, tout ce qui est aspiration bronchique. Et vous voyez que dans tous les examens, l'hémoculture, c'est dans un pourcentage très faible de pratiquement de 10% de rendement. Dans le crachat, c'est très variable en fonction de la nature du crachat lui-même. Dans les urines, ça c'est les tests antigénique, l'antigénurie, et qui donne un pourcentage très élevé, quoique chez l'enfant, il faut se méfier, chez l'enfant, il y a beaucoup de faux positifs liés au portage du pneumocoque chez l'enfant, particulièrement pour le pneumocoque. Donc il faut se méfier d'un test d'une antigénurie chez l'enfant qui peut correspondre uniquement à un portage et non pas à une infection. Pour l'hémophilus, les hémocultures et les aspirations bronchiques avec un rendement plus faible que celui du pneumocoque, légionnelle, on en passe, chlamydia pneumoniae et mycoplasma pneumoniae qui présentent aussi qui ont une place assez importante chez l'enfant, et là où nous allons recours essentiellement aux techniques moléculaires, donc Nucleic Acid Amplification Test, et les études sérologiques avec la recherche d'IgM, aussi bien que pour les virus respiratoires, avec essentiellement les techniques moléculaires. Donc ici, le crachat, pour vous rappeler, si les crachats ne sont validés que lorsqu'il y a moins de 10 cellules épithéliales, plus de 25 polynucléaires pour que le crachat soit interprétable, sinon il est à jeter et à refuser pour un examen bactériologique. Et aujourd'hui, ce sont les techniques moléculaires, c'est l'approche syndromique moléculaire qui est de loin la plus utilisée partout dans le monde. Malheureusement, de plus en plus, on commence à les utiliser, mais elle n'est pas encore d'utilisation courante dans nos laboratoires, dans nos moyens de diagnostic. Ces techniques, cette approche syndromique moléculaire, c'est un panel de micro-organismes respiratoires qui doit comprendre les agents pathogènes les plus fréquemment impliqués en infectiologie respiratoire pédiatrique. Cette approche présente de nombreux intérêts. C'est la détection et l'identification simultanée de nombreux pathogènes, aussi bien virus, bactéries que parasites, avec la PCR, c'est la technique qu'on utilise, des niveaux de spécificité élevés à partir d'un seul et unique échantillon et des résultats rendus dans les délais très très courts. Au bout de quelques heures, on a le résultat de l'agent pathogène en question. Là, c'est un travail que nous avons réalisé en collaboration avec l'équipe de pédiatrie de Sfax en 2010 sur les virus et les bactéries atypiques qui sont impliqués sur un échantillon assez important en 2010 aussi, et sur les 300
68 aspirations nasopharyngées. C'est essentiellement d'origine virale, 42,7% de VRS, 32,9% de rhinovirus, 28,6% d'adénovirus et 40% de co-infection, une fréquence assez élevée de co-infection qui rend le diagnostic étiologique précis difficile. Là, c'est un travail qui est publié en 2017 d'une équipe chinoise qui a testé 13 bactéries respiratoires par la PCR, le multiplex PCR et par l'électrophorèse capillaire, et ils ont montré une spécificité très élevée, une bonne sensibilité de ces pathogènes recherchés en même temps et par la même réaction. Et c'est une révolution dans le diagnostic microbiologique. Et cette approche syndromique, elle s'applique aussi bien pour les infections respiratoires, mais elle s'applique aussi pour les infections digestives, pour les infections neuroméningées. Il y a des panels, c'est l'approche syndromique par localisation d'infection. Donc ici, c'est moyen. Donc au bout de quelques heures, au bout d'une heure, le BioFire le filmerait. En une heure, on a un diagnostic avec une très bonne sensibilité et une très bonne spécificité. Le problème reste par la suite, c'est l'interprétation de ces résultats. Il faut être très vigilant en ce qui concerne l'interprétation de ces résultats. Une bactérie qu'il ne faut pas oublier, parce qu'elle a fait sa réémergence au début des années 2011, 2012, 2013, c'est la coqueluche. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'infection bronchopulmonaire sans parler de coqueluche. Et comme vous le voyez, en Tunisie, particulièrement dans la région de Sfax, c'est depuis 2013 qu'on a constaté cette réémergence de la coqueluche liée à la perte de l'immunité chez l'adulte qui fait des formes frustres, et le nouveau-né sera contaminé avec des formes graves. Et c'est grâce à la PCR et au diagnostic moléculaire qu'on s'est rendu compte de cette réémergence de la coqueluche. Et en 2018, au laboratoire, 61 cas positifs sur 150 prélèvements examinés. Et en 2019, de janvier à septembre 2019, nous avons 53 cas confirmés par PCR sur 230 prélèvements dessus. Donc c'est une étiologie. Malheureusement, on l'a oublié, mais maintenant il faut qu'elle soit dans notre esprit, et on doit y penser devant ces infections, surtout dans certains contextes particuliers. Je passe maintenant à l'étude de la sensibilité aux antibiotiques après avoir revu cette épidémiologie bactérienne. Et dans cette étude de la sensibilité aux antibiotiques, il y a aussi deux niveaux où on a besoin de l'étude de la sensibilité aux antibiotiques à titre individuel. C'est-à-dire pour le patient lui-même, c'est l'orientation des décisions thérapeutiques par la mesure de la sensibilité de la souche bactérienne à un ou plusieurs antibiotiques. Et à titre collectif, c'est surtout pour établir l'épidémiologie et suivre cette épidémiologie de la résistance bactérienne, suivre l'évolution des spectres cliniques des antibiotiques, adapter l'antibiothérapie probabiliste. Et là, ce terme de sensibilité, jusqu'à maintenant, on a utilisé toujours la catégorisation des souches bactériennes sensibles, résistantes, intermédiaires. Et je suis certain que d'ici peu de temps, il va y avoir un changement. Et ce changement consiste essentiellement à appliquer tout ce qui est PKPD, c'est-à-dire la pharmacocinétique et la pharmacodynamie de l'antibiotique. Et dans ce rapport PKPD, dans ce schéma, vous voyez ici, c'est le temps en heure, ici la concentration de l'antibiotique, ici en ligne bleue, c'est la CMI, et tout ce qui est, donc là en rouge, c'est la courbe de la cinétique de l'antibiotique après l'injection. Donc il y a une concentration maximale, puis l'antibiotique diminue. Il y a cette partie-là qu'on appelle le ACS, c'est l'air au-dessus de la courbe, donc cette surface-là, qui doit être supérieure à la CMI, et là, à ce niveau-là, donc l'antibiotique doit être renouvelé pour qu'on maintienne toujours une concentration d'antibiotiques au-dessus de la CMI. Cette notion, cette pharmacocinétique et pharmacodynamie ne sera pas donnée par la sensibilité aux antibiotiques sensibles, résistants, intermédiaires. C'est à vous, en fonction de paramètres, en fonction de cette concentration, de situer la concentration par rapport à la CMI. Autrement dit, il suffit de vous donner la CMI, et c'est à vous, en fonction de la pharmacocinétique, en fonction du bébé, de l'enfant, de la posologie, de tout ce que vous pouvez
vous situez, est-ce que vous êtes au-dessus ou au-dessous de la CMI? Et ça, c'est parce que lorsqu'on voit dans résistant, on condamne un antibiotique alors que cet antibiotique peut être utilisé. Donc jusqu'à maintenant, on a comparé l'épidémiologie en résistant, sensible et intermédiaire, mais je pense que c'est la CMI qui devrait être utilisée et non pas les catégories sensibles, résistants et intermédiaires. Donc optimiser ce rapport R sous la courbe et CMI, ça va ajuster la dose quotidienne, ça vous permet d'ajuster la dose lorsque l'air sous la courbe est la cible à viser, sur la base des CMI de la bactérie responsable de l'infection. C'est pour ça qu'on vous donne la CMI, et sur la base de l'épidémiologie locale, si la CMI, vous n'en disposez pas. Adapter le nombre d'administrations en fonction de la pharmacocinétique de l'antibiotique. Donc, autrement dit, notre activité se limite à déterminer la CMI. On vous donne la CMI et c'est vous, le clinicien, qui doit, en fonction de la localisation de l'infection, en fonction de la voie d'administration qu'il va utiliser, en fonction de la posologie, prescrire et appliquer, utiliser l'antibiotique en question. Donc ça, il faut savoir aussi, pour cela, il faut changer beaucoup de choses pour que le clinicien utilise ce paramètre-là. On va passer maintenant rapidement pour les différentes espèces bactériennes, leur sensibilité aux antibiotiques en 2017-2018, en commençant par le pneumocoque, qui est de loin le chef de file de ces agents responsables ici. Donc c'est l'épidémiologie au CHU Habib Bourguiba de Sfax de 2002 à 2018. On prend les trois antibiotiques, ou bien les 4 antibiotiques, la pénicilline G, l'amoxicilline, les C3G, céfotaxime et l'érythromycine. Pour la pénicilline G, vous voyez de 2002, donc on était à peu près à 30 à 40% de souches résistantes. Et lorsque je dis résistant, c'est résistant plus intermédiaire, c'est-à-dire de souches non sensibles. Et puis, aujourd'hui, en 2017-2018, on est à peu près entre 70 à 80%, c'est plus 70, donc il y a cette tendance continue vers la résistance. Pour l'amoxicilline, c'est la même chose, donc on passe de 10% en 2002 à peu près à 50% en 2018. Pour les C3G, c'est moins marqué, mais avec c'est très variable. Cette variabilité est due essentiellement à des différences quant aux valeurs critiques utilisées pour l'étude de la sensibilité aux antibiotiques. Et les macrolides, la même chose, le même phénomène. Donc on passe de 30% de résistance en 2002 et à peu près à 60% de résistance en 2018. Ça, c'est pour les données à Sfax, la même chose. Donc ici, c'est exactement la même chose. Ici, c'est les données nationales tunisiennes par le réseau de l'antibiorésistance en Tunisie. C'est un réseau qui regroupe plusieurs laboratoires à Tunis, à Sfax et à Sousse. Et sur les 337 souches de pneumocoques étudiées en 2000... c'est quoi ça? J'espère qu'on est revenu... Voilà. Donc ici, sur les 337, il y a à peu près 33% qui sont isolés chez l'enfant pour ces souches-là. Donc vous voyez ici, pour le pneumocoque dans la région de Sfax, là, je l'ai mis en rouge, le R et le R plus I. Donc lorsque les chiffres que j'ai donnés, c'était R plus I, avec à peu près 67% en 2017 au niveau national de R résistant ou intermédiaire à la pénicilline G, 38,7% à l'amoxicilline et 6,4% à l'océfotaxine. Si on ne prend que les souches résistantes vraies, il n'y a que 3,9% de résistance à la pénicilline G. Il n'y a que 8,4% de résistants à l'amoxicilline et 1,3%. Et je pense que c'est ces chiffres-là qu'il faut avoir. Parce que la clinique, et vous êtes mieux placé que moi pour le confirmer, pour le dire, que lorsque vous augmentez les doses, il n'y a pas d'échec thérapeutique lié à l'utilisation des aminos, des bêta-lactamines pour le traitement d'une infection à pneumocoque. Donc c'est ça, les chiffres qui sont donnés, R plus I, sont des chiffres qui sont surestimés et qui aggravent la situation, alors que ce sont des chiffres, ces chiffres qu'il faut retenir. Donc aussi bien pour
la pénicilline et les bêta-lactamines. Si vous avez les tendances évolutives de 2000 à 2017, donc la même chose, c'est toujours une tendance. Par contre, pour le cifotaxime, c'est toujours inférieur à 10%. Dans les hémocultures, c'est la même chose, donc des chiffres qui sont relativement bas comparés aux chiffres R plus I. Dans les prélèvements ORL, les résistances sont un peu plus élevées et c'est classique de voir les souches non invasives sont plus résistantes que les souches invasives. Les macrolides, c'est toujours dans les 60% de résistance. Les prélèvements respiratoires, la même chose, avec les macrolides, c'est toujours qui nous pose le plus de problèmes. Et là, j'ai comparé entre supérieur à 15 ans et inférieur à 15 ans. Et vous voyez que chez l'enfant inférieur à 15 ans, on a des chiffres plus élevés que les chiffres chez l'adulte, mais quand même des chiffres qui ne sont pas de 60 ou 70% des cas lorsqu'on ne parle que des résistances vraies. Là, en France, le CNR français, les résultats de 2018, mais qui concernent 2017, et vous voyez ce qui est un peu paradoxal, et j'aimerais bien avoir aussi une réponse de notre collègue, pourquoi il y a cette réémergence de la résistance en France, malgré que l'effort continue. Donc vous voyez ici, par le plan antibiotique, par la vaccination, il y a eu une nette diminution de la sensibilité de la résistance en passant de 50 à 55% en 2001-2002 à peu près à 20% dans les années 2011-2012 et puis maintenant 2016, 2015, 2016, 2017, il y a un retour. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi il y a ce retour? Et ça, c'est inquiétant. Je ne sais pas, est-ce que la courbe va continuer à monter ou non? Ici, donc c'est ce phénomène-là. Donc ici, c'est la même chose. Donc on compare un peu les résistances en France, pénicilline G, amoxicilline. Vous voyez les résistances qui sont d'un niveau très très faible, aussi bien pour la pénicilline G, l'amoxicilline, le cifotaxime, pour les macrolides et pour les autres antibiotiques. Donc il n'y a pas de problème ici, c'est l'évolution, la même chose. Mais ça, c'est en termes de sensibilité. Vous voyez qu'en vert, c'est la pénicilline G. La sensibilité est en train de décroître en 2017. Ici, pourquoi ce changement? Parce que déjà en 2008, les Américains, le Clinical and Laboratory Standard Institute, a modifié les valeurs critiques. Ce ne sont plus les valeurs critiques qu'on utilise pour dire sensible résistant. On peut aller jusqu'à plus que 8 microgrammes par millilitre pour les formes non méningées, c'est-à-dire pulmonaires essentiellement, par voie intraveineuse. Lorsqu'on utilise de 8 microgrammes par millilitre, je vous assure que toutes nos souches seront sensibles. Si on utilise comme valeur critique 8 microgrammes, toutes les CMI que nous avons sont inférieures à 8 microgrammes et toutes nos souches seront sensibles. Donc finalement, je ne sais pas, les Américains, en optant pour cette stratégie, c'est comme ça qu'on a des chiffres très variables d'une région à une autre. L'hémophilus influenzae, malgré la vaccination, l'hémophilus influenzae sérotype B, on n'en voit plus, mais on voit des hémophilus influenzae non typables en dehors du B, donc non typables carrément. La sensibilité aux aminopénicillines au CHI de SFAX de 2002 à 2018, c'est de 20% à 40% en 2018. Et là, comme vous le voyez, dans ces chiffres-là, donc en 2013-2014, nous avons une thèse sur l'hémophilus influenzae où on a 33,8% de résistance à l'amoxicilline, dont uniquement la moitié sont dues à une bêta-lactamase. Uniquement la moitié, 17,4% par rapport à 33,8%, et les autres sont non bêta-lactamase, c'est-à-dire l'association amoxicilline-acide clavulanique ne fait rien pour le reste. L'association amoxicilline-acide clavulanique ne résout que les problèmes des souches bêta-lactamase positives. Ici, dans l'étude nationale, le LART en 2017, c'est des souches dont presque la moitié sont d'origine pédiatrique. Et là, vous voyez la sensibilité, c'est à peu près la même chose. Donc, à peu près la même chose, où à peu près 36 ou 38% de production de bêta-lactamase et les pourcentages de résistance sont à peu près les mêmes. Ici, l'évolution de 2002 à 2005, vous voyez pour l'évolution qui augmente pour aussi bien l'amoxicilline. Pour l'AMC, on n'avait pas au début de souches non productrices de bêta-lactamase. Maintenant, on a de plus en plus ces souches-là. Les cyclines s'améliorent. Là, c'est
un papier que nous avons publié en 2019 dans le Journal Global Antimicrobial Resistance, en 2019, où on a observé l'émergence, malheureusement, de résistance aux céphotaxime de certaines souches d'Haemophilus influenzae, un phénomène à redouter et à surveiller de près. Le Streptococcus pyogenes ne pose aucun problème, donc c'est une souche qui est toujours sensible aux pénicillines, aux aminopénicillines. Cette résistance élevée, c'est surtout pour les tétracyclines, au lors de 80 à 90% des cas. Sinon, pour les macrolides, ça ne pose aucun problème. Ici, la même chose dans les données françaises de 2017 dans le réseau Réussir de l'ONERBA. Staph aureus, c'est une bactérie qu'on rencontre dans les infections ORL, mais beaucoup moins fréquemment que le pneumocoque et l'hémophilus. Et c'est une souche qui est toujours stable. De 2002 à 2017, il n'y a pratiquement pas de résistance aux antibiotiques. Donc là, c'est pratiquement la même. Il y a une stabilité avec à peu près 20% de sensibilité, de résistance plutôt de staph métière, mais ce sont des taux de résistance qui ne posent pas de problème. À l'échelle nationale, c'est la même chose. C'est la même chose, donc taux de résistance qui n'est pas très important. Donc la résistance au niveau de l'ONERBA, c'est à peu près le même phénotype qui se présente. Je termine par Moraxella catarrhalis, qui est rencontré dans les infections orales et respiratoires, avec en dehors de la production d'une bêta-lactamase et résistance à l'amoxicilline, c'est une souche qui reste sensible à tous les autres antibiotiques. Je termine pour vous dire que la place de la microbiologie dans le diagnostic des infections respiratoires est non obligatoire dans les infections non compliquées, peu sévères, à condition de disposer d'une épidémiologie fiable et actualisée. Ça, c'est une condition nécessaire. Elle est nécessaire dans les formes graves. Elle est indispensable pour préparer les données épidémiologiques concernant les espèces bactériennes en cause et leur sensibilité aux antibiotiques. Le pneumocoque reste le chef de file incontesté des bactéries en cause, et devant chaque forme clinique, il y a une stratégie diagnostique appropriée. L'approche syndromique moléculaire est séduisante. On peut détecter et identifier 20 pathogènes en même temps, en une seule réaction, mais faites attention à l'interprétation et surtout, préservez la branche sur laquelle on s'assoit, parce que c'est nous-mêmes, au niveau de l'hôpital et partout, qu'on risque de bousiller et de faire, je dirais, tomber par nos actions nous-mêmes. Je remercie toute l'équipe du laboratoire de microbiologie CHU Habib Bourguiba de Sfax qui a permis la réalisation de ces données, et aux équipes du LART, des différents laboratoires de microbiologie qui participent à ce réseau national, le laboratoire de résistance aux antibiotiques, pour leur travail, et je vous remercie pour votre attention.